Bonsoir. Le durcissement de la situation dans les prisons où les surveillants sont toujours en grève. Les partisans du oui et du non au coude à coude à une semaine du référendum sur l'Europe. Le champion du monde de Formule 1, Nigel Mansell, annonce son abandon de la compétition. Enfin, la mort du monsieur psychose du cinéma. Le comédien Anthony Perkins s'est éteint à l'âge de 60 ans. Ce sont les principaux titres du 19-20, auxquels j'ajoute le cinéma, pour saluer la présence du cinéaste roumain Lucian Pintilier sur ce plateau. Son film, Le Chêne, présenté hors compétition à Cannes, porte un regard sans complaisance sur les événements politiques qui ont marqué et qui marquent encore la Roumanie. Je vous demanderai, monsieur Pintilier, de commenter également quelques-uns des faits qui constituent l'actualité du jour. L'actualité en France, c'est d'abord la situation dans les prisons. Insensibles aux injonctions du ministère de la Justice, les surveillants ont durci aujourd'hui leur mouvement de grève. Le point de la situation ce soir, exemple en Lorraine, Marc-Antoine Valvergue. Vous retirez-vous? Non, non, non. Bien sûr. Je force de l'ordre. Poussez vers l'extérieur. Gardien contre gendarme cet après-midi à la prison de Saint-Mihiel dans la Meuse. Le personnel en grève voulait empêcher les visites des familles de détenus. Après sommation du directeur, les forces de l'ordre ont repoussé les gardiens. À Saint-Mihiel, la majorité des surveillants sont en grève. À l'intérieur de la prison, les gendarmes assurent l'intendance et la discipline. Face aux menaces de révocation lancées par la chancellerie, les gardiens restent plus que jamais déterminés. Le jeu des révocations qui est mis en route ne fait qu'attiser notre colère, ne fait qu'accroître notre détermination, et ce n'est pas de cette façon que le gouvernement, le garde des Sceaux, apportera réponse aux problèmes pénitentiaires. J'invite le garde des Sceaux à se rendre dans les prisons, à effectuer des stages dans les établissements pénitentiaires, avec une tenue de surveillant qui voie un peu comment ça se passe. Le gouvernement manie le bâton à la carte. À Toul, les sanctions sont pécuniaires. Le salaire des grévistes est ponctionné. Nous avons été convoqués dans le bureau du chef d'établissement, comme quoi, à 1h moins quart, toutes les personnes de service de soirée et de nuit ne seraient pas rémunérées s'ils n'en prenaient pas le service. C'est pour cette raison que vous voyez tous mes collègues qui sont de soirée ici. À Nancy et Pinal, la situation est plus grave. Les lettres de révocation sont déjà arrivées. À Metz, aucune sanction n'a été prise pour le moment. Ce soir, la majorité des prisons lorraines sont en grève, sans donner le moindre signe de reprise du travail. Du haut de leurs cellules, les détenus contemplent la débandade du système pénitentiaire français. Ce soir, l'intersyndicale des surveillants de la centrale de Clairvaux a fait savoir qu'aucune discussion avec l'administration pénitentiaire ne serait possible si des sanctions étaient prises contre les surveillants. La colère et l'émotion restent vives à Clairvaux. Sur place aujourd'hui, Laïd Beritan. Deuxième nuit blanche et la détermination des surveillants de Clairvaux reste intacte. Malgré les avertissements de la chancellerie, mise en demeure, révocation, retenue sur salaire, sans véritables effets. Il est hors de question qu'on fasse quoi que ce soit avant les obsèques. Ensuite, il est hors de question qu'on reprenne le travail avec les détenus à l'intérieur. À l'intérieur, CRS, gendarmes mobiles et personnel gradé assurent le service. Pas de visite au parloir et de promenade des détenus. Seule nourriture et médicaments pénètrent à l'intérieur de la prison. Parallèlement, l'enquête se poursuit. Visite ce matin d'un conseiller technique du ministre de la Justice et de la brigade de sécurité pénitentiaire chargée de la fouille à l'intérieur de la prison. Quelques minutes plus tard, la sortie du procureur du parquet de Troyes. Brassard noir autour du bras, en signe de deuil et de solidarité avec les gardiens de prison. Mais la tension reste vive. 16 h cet après-midi, la visite d'Yves Dupaty, surveillant en chef, blessé pendant la fusillade. Applaudissements et poignées de main, le sourire revient sur les visages. On ne peut pas retourner avec la peur au ventre, il faut que l'administration centrale fasse quelque chose. Que quelque chose bouge, tout le monde le souhaite. Demain, 14 h, les obsèques de Marc Dormont, en présence d'une délégation nationale des gardiens de prison, pour un dernier hommage aux collègues abattus. Alors Albert Ripamonti, commentaire ce soir. Les surveillants sont déterminés, le gouvernement ne veut pas céder, le bras de fer est complètement engagé. Oui, tout à fait, Eric. Cette fois, Michel Vauzel, le garde des Sceaux, n'a pas l'intention de céder aux revendications des surveillants grévistes. Son message est clair, la fermeté. D'ailleurs, dès ce soir, plusieurs dizaines de mises à pied de 3 mois ont été décidées. Et si les gardiens récalcitrants persistent, le ministre de la Justice alourdira encore les sanctions. À la chancellerie, on estime que les exigences des surveillants sont déraisonnables. Il n'y a rien à négocier, dit-on. 730 emplois ont été récemment créés.
Pas question pour Michel Vauzel de s'engager plus avant. Désormais, la priorité est au rétablissement de l'ordre dans les prisons. Le ministre ne cache pas que la situation est excessivement grave. Il est vrai que de leur côté, les gardiens affichent la même détermination. Les 8 évadés de Clairvaux sont toujours en fuite, mais les enquêteurs suivent actuellement la trace de 2 d'entre eux, repérés hier en Côte d'Or et qui semblent faire route vers le sud après avoir relâché à Lyon 2 otages britanniques auxquels ils ont dérobé hier la voiture. À l'étranger, les bombardements se sont apaisés aujourd'hui à Sarajevo après la mise des armes lourdes sous la supervision des Nations Unies. Les ministres des Affaires étrangères de la communauté ont décidé pour l'instant de ne pas réclamer de nouvelles sanctions contre la Serbie. Instauration d'un cessez-le-feu durable, reprise du pont aérien humanitaire dépendent maintenant des nouvelles négociations qui s'ouvriront vendredi prochain à Genève. Commentaire Philippe Pister. La douleur d'une mère. Sarajevo prend le temps de se recueillir auprès de ses morts. Seulement quelques tirs sporadiques de mortier, d'armes automatiques. Depuis 2 jours, la ville connaît une relative accalmie. À l'image de ces miliciens bosniaques sur le front, aux aguets bien sûr, mais qui paraissent presque désœuvrés. Visiblement, comme ici dans cette position serbe d'Ilidja, l'accord de supervision par l'ONU des armes lourdes dans chaque camp est relativement bien respecté. Un accord entré en vigueur hier à midi et conclu le mois dernier lors de la conférence de Londres. Un accord cependant qui ne concerne pas tout le territoire bosniaque et surtout qui ne signifie absolument pas la trêve. Exemple, ce convoi de l'ONG française Équilibre, pris à partie par l'opposition serbe près de Mostar. Pendant ce temps, réunis pour le week-end dans ce manoir au nord de Londres, les chefs de la diplomatie des 12 se sont déclarés favorables à l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Bosnie pour acheminer justement l'aide humanitaire. Mais estimant que des progrès vers la paix avaient été accomplis, ils ont décidé de ne pas imposer d'autres sanctions à la nouvelle fédération yougoslave, tout en souhaitant qu'elle soit exclue de l'ONU. Alors Lucian Pintilier, je rappelle que vous êtes cinéaste roumain. Quel regard porte-t-on aujourd'hui à Bucarest sur les événements qui secouent l'ex-Yougoslavie? Bon, ce que je n'arrive pas à comprendre, pourquoi on a une telle perplexité ici en France et à l'Occident vis-à-vis des événements qui se passent à Sarajevo. Moi, quand mon exil a commencé il y a presque 20 ans, j'ai travaillé pour la première fois en Yougoslavie. Mais tous les gens de là-bas prévoyaient depuis 18 ans ce qui se passe maintenant en Yougoslavie. C'est une chose que j'arrive pas à comprendre. C'était prévisible, c'était pas une surprise qui justifie cette perplexité qu'on a devant ces événements terribles. On aurait pu prévoir, on aurait pu réagir, je crois. Et je suis très touché qu'on réagit si tard. Quel sort aujourd'hui est réservé en Roumanie, justement, aux minorités qui composent le pays? C'est le même problème. En même temps, il ne faut jamais oublier que le problème des minorités peut constituer une diversion formidable. Et moi, je crois qu'on exagère énormément le problème des minorités pour créer une sorte de diversion qui va servir maintenant aux élections. Qui auront lieu dans 2 semaines. Je peux vous dire une seule chose. Moi, j'ai beaucoup de projets de cinéma, mais je veux absolument faire un spectacle dans cette région où il y a beaucoup d'Hongrois, où il y a un théâtre qui fonctionne aussi pour les Roumains, aussi pour les Hongrois. Je vais faire un spectacle, un double spectacle en roumain et en hongrois, avec des acteurs mélangés. J'espère que je vais les aider. Au Pérou, le chef de la guérilla du Sentier Lumineux, Abimael Guzman, arrêté hier soir à Lima avec 9 autres dirigeants de l'organisation clandestine. Le Sentier Lumineux a été fondé en 1971. Plus de 25 000 personnes ont été tuées dans les violences au Pérou depuis que Guzman a lancé ce qu'il appelait une guerre populaire d'inspiration maoïste. Politique en France, partisans du oui et du non entament demain matin au coude à coude la dernière semaine de campagne avant le référendum. Pendant 3 jours, à la Courneuve, les communistes ont profité de la fête de l'UMA pour déployer les oriflammes de leur hostilité au traité européen. Comme d'autres formations politiques, le PC cherche à retrouver un nouveau souffle à l'occasion du débat sur Maastricht. À la Courneuve, reportage de Véronique Gorel. Et un petite sœur au blanc manteau, bien c'est la balade des...
À chaque fête, ses têtes d'affiche, à chaque fête, son contenu. Tout trouvé cette année à la fête de l'humanité. Un seul slogan pour une échéance, non à Maastricht le 20 septembre. 3 jours de discussion et le traditionnel meeting de clôture. 30 minutes, le condensé d'un refus. Plus de chômage, moins de protection sociale. Toutes les raisons communistes de dire non à Maastricht. Maastricht, c'est comme le Canada Rail. Ça ressemble à l'Europe. Ça se fait passer pour l'Europe, mais ça n'est pas l'Europe du tout. Aujourd'hui, le nom est porté par un Français sur 2. La semaine prochaine, le nom peut donc gagner. À chaque fête son contenu, à chaque fête ses têtes d'affiche. Cette année, les communistes ont préféré Léo Ferré à Johnny Hallyday pour un hommage à Aragon, disparu il y a tout juste 10 ans. Un mot simplement, Monsieur Pintillier, vous Roumain, comment jugez-vous, vous séjournez assez fréquemment en France, comment jugez-vous le débat qui agite la France autour du traité de Maastricht? Je sais que je vais scandaliser beaucoup de Français, mais pour moi c'est un luxe inouï d'avoir des débats comme ça, de faire même ce référendum. Je l'ai dit, je me suis proposé de ne pas dire ça, et finalement je ne résiste pas et je le dis. Surtout pour nous les Roumains qui nous faisons la queue pour entrer en Europe, nous sommes parmi les dernières, sinon les dernières. Donc je n'arrive pas à comprendre très bien quand pour moi c'est tellement évident qu'il faut voter oui. Est-ce que j'ai le droit de dire Vous engagez vous seul votre responsabilité. J'engage moi-même, je le sais. D'ailleurs, nous les Roumains, nous allons voter dans 2 semaines. Et je dis que d'une certaine manière, nous allons voter. Et ce dimanche, quand vous allez voter oui, nous allons voter de notre cœur, oui, parce qu'avec le cœur serré en plus. Nous allons voter oui. Depuis plusieurs jours, la rédaction de la 3 vous propose le portrait des hommes politiques en campagne. Exemple choisi ce soir, celui de Valéry Giscard d'Estaing, qui était hier soir à Toulouse et qui tiendra une grande réunion publique demain à Paris. L'ancien président de la République multiplie actuellement les interventions, affirmant sa conviction selon laquelle une victoire électorale se gagne durant les derniers jours de la campagne. Portrait, Michel Lemerle, Christos Kaminiaris. Monsieur le maire, est-ce que vous serez très choqué? Ah ben, vous avez raison. Giscard tombant la veste, ce n'est pas seulement une commodité avant d'attaquer un solide repas toulousain, c'est aussi une bonne image de sa campagne. Lui qu'on a souvent connu si compassé, tenant meeting moins par goût que par nécessité, s'est métamorphosé pendant cette campagne au point d'étonner ses propres amis. On retrouve, me semble-t-il, un Giscard qu'on n'avait plus connu depuis un certain nombre d'années. L'Europe nous change tous. Pour cette campagne 92, il avale les kilomètres sans rechigner, multiplie les réunions, parle sans notes, évite le jargon technocratique, aligne les poignées de main et serre dans ses bras ceux dont la vocation est de dire oui. Et en plus, il y prend goût. Dans cette campagne d'explication du oui, qui est une campagne passionnante, beaucoup plus intéressante que les campagnes électorales qu'on fait pour soi. Pour qui? Pour Giscard, sur ce rythme inhabituel, beaucoup pour l'Europe, un peu pour lui. L'éternelle course-poursuite pour le leadership de la droite n'est jamais totalement absente de ses préoccupations. Arme à double tranchant, si d'aventure le non l'emportait. Ce que l'ancien chef de l'État se refuse à imaginer une seule seconde. Notre objectif dans la campagne, tous ceux qui participent à cette campagne, c'est dans la dernière semaine de faire monter le nombre de oui pour que ce léger avantage se transforme en un oui plus net. Il va donc dès demain reprendre le chemin des tribunes pour aider à conquérir ces quelques points qui assureraient la victoire du oui. On va essayer. Les sports maintenant, en Formule 1, le Brésilien Ayrton Senna a remporté cet après-midi le Grand Prix d'Italie disputé à Monza, obtenant ainsi la 36e victoire de sa carrière, la 3e cette saison. Senna a profité de la défaillance des 2 Williams-Renault, victimes de problèmes de boîte de vitesse, pour s'imposer devant les 2 Benetton Ford de Brundle et de Schumacher. Mais la journée a surtout été marquée par l'annonce du retrait de la compétition du Britannique Nigel Mansell. Le champion du monde en titre a décidé d'abandonner la compétition à la fin de cette saison, n'ayant pu se mettre d'accord avec les dirigeants de l'écurie Williams-Renault. Didier Balèze. Compte tenu des circonstances, j'arrête la Formule 1 à la fin de l'année.
Après avoir réalisé son rêve en devenant champion du monde à 39 ans, Nigel Mansell décide de quitter la piste. La classe, le courage, le talent n'auront pas suffi pour lui permettre de conserver son siège. Ils étaient 3 pour 2 places. L'écurie Williams-Renault semble avoir tranché en faveur d'Alain Prost et d'Ayrton Senna, 2 enfants terribles, mais aussi 2 stars incontournables des années 80. Il y a 2 ans déjà, le pilote britannique, chez Ferrari, envisageait de prendre sa retraite, déçu par ses prestations. C'est Frank Williams qui le décide alors à continuer avec les résultats que l'on sait. 29 victoires au total, en 177 Grands Prix et le titre suprême en 92. Mansell aurait pu devenir numéro 1 mondial plus tôt, mais sa fougue ou les ennuis mécaniques en 86 avaient laissé le champ libre à Prost. Depuis la Hongrie où Senna avait fait des offres de service, on savait le champion du monde en danger en dépit de sa loyauté. L'impitoyable milieu de la F1, dominé par des intérêts financiers colossaux et depuis cette année par de possibles restrictions de budget, ont poussé Mansell vers la sortie. Imprévisible, humilié et déçu par l'ingratitude de ses dirigeants qui auraient accepté en dernière minute ces conditions, soutenu et compris par une majorité de pilotes, Mansell, sans polémiquer, a décidé de tirer sa révérence. Toujours passionné de compétition, il envisage désormais de continuer sa carrière aux USA en Formule Indy. Le monsieur psychose du cinéma est mort. Le comédien américain Anthony Perkins est décédé hier soir à l'âge de 60 ans. Révélé par le film d'Alfred Hitchcock, Anthony Perkins était resté très marqué par le rôle de Norman Bates. Thierry Stampfler. Cette scène de psychose est l'une des plus célèbres de l'histoire du cinéma. Alfred Hitchcock avait alors choisi Anthony Perkins pour y incarner un schizophrène travesti et meurtrier. Une interprétation qui fut en 1960 le sommet de sa carrière d'acteur. On le vit ensuite notamment dans le procès d'Orson Welles et dans une série de films français. Mais dans la langue française. Et avec des réalisateurs français? Oui. J'ai tourné avec Clément, avec André Crayat. J'ai tourné avec... Le Glaive et la Balance? Oui, Edouard Molinaro. Et 2 films avec Claude Chabrol. Cette interview de 1989 coïncidait avec la sortie de son dernier film, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Âgé de 60 ans, Anthony Perkins est mort hier soir à Hollywood des suites du sida. Le cinéma maintenant, révélation du dernier festival de Cannes. Le Chêne, nouveau film du cinéaste roumain Lucian Pintilier, décrit un pays à travers le destin de son héroïne. Nella, fille d'un colonel de la triste et fameuse Securitate, enquête sur le passé de son père et affronte en conséquence tous les paradoxes de cette Roumanie année zéro qui survivent encore 3 ans après la mort du président Ceausescu. Le Chêne dépasse ainsi le niveau d'une parabole politique pour devenir une interrogation douloureuse sur la comédie humaine. Alors Henri Chapier, ce film Le Chêne donne-t-il toutes les clés pour tenter de décrypter la situation roumaine aujourd'hui? Mais à mon avis, oui, c'est même la première fois qu'on y comprend quelque chose. Parce qu'il y a chez Pintilier quand même l'alliance de 2 choses qu'on retrouve rarement chez un metteur en scène. On est extrêmement près de ce peuple. D'ailleurs, dans cet extrait, vous venez de le voir, il y a tout un échantillon d'une population roumaine qui est encore diverse après les 45 ans de ce régime,
film, les gens sont très différents. Maintenant, il répond, son film aussi, à une question qu'on s'est beaucoup posée sur la passivité de ce peuple. Eh bien, c'est faux, et on peut le voir. Il n'y a pas eu, effectivement, une révolution comme celle de Budapest en 1956, mais il y a eu un ferment continuel, et ce film le prouve. Par ailleurs, au niveau de l'écriture même du cinéma, c'est ce qu'on appelle un grand film. À Cannes, on ne s'y est d'ailleurs pas du tout trompé, et je pense que la suite prouvera aussi que ce film va plus loin. C'est un film sur ce qu'on appelle effectivement la comédie humaine, celle des peuples et pas uniquement celle des Roumains. Alors, Lucian Pintillier, vous êtes considéré par le monde du théâtre comme l'un des plus grands metteurs en scène contemporains. Vos 3 derniers films qui étaient interdits dans votre pays ont reçu un hommage du monde entier et de tous les cinéphiles. Cela suffit-il pour expliquer que les autorités de votre pays vous aient donné il y a quelques années un passeport alors que les autres artistes rebelles étaient soit privés de liberté, soit mis au chômage? On m'a donné un passeport pour que je ne travaille plus en Roumanie. C'était donc très logique. Ils n'en voulaient plus de moi, mais dû à un certain niveau de reconnaissance publique, disons, on ne pouvait pas procéder avec moi autrement qu'en me donnant le passeport. Et moi, j'ai fait une sorte de pacte diabolique avec eux. J'ai accepté le passeport et j'ai travaillé ailleurs. Donc, il y avait une certaine complicité de ma part. Attention. Il y a dans votre film une tendresse absolue pour le terroir, les paysans et la tradition roumaine. Et en même temps, il faut savoir que cette paysannerie roumaine, transformée en prolétariat par le régime communiste, eh bien, elle n'est pas morte. Vous semblez croire à son avenir à travers ce film aussi, non? Elle n'est pas morte, je l'espère bien, je ne sais pas encore. Il y a beaucoup des choses qu'on ne sait pas où ils sont exactement en Roumanie. On ne sait pas exactement où est l'intellectualité, où est la paysannerie. Est-ce qu'il y a un espoir? Il n'y a pas un espoir. Nous sommes très partagés maintenant et nous ne pouvons pas encore donner, comment vous dire, une sentence. Une certitude. Voilà. Mais vous n'allez pas démentir. C'est le pays de non-certitude pour l'instant, la Roumanie. Il y a une occasion extraordinaire maintenant pour qu'on fasse un choix, donc qu'on se rapproche des certitudes qui sont éloignées, vagues. C'est les élections. Alors, ces élections, justement, elles ont lieu dans 2 semaines. Votre film s'appelle Le Chêne. Certains y verront peut-être le symbole, et nous en parlions avec Henri Chapier, de la monarchie. C'est un symbole que vous avez voulu accentuer ou pas du tout? Non, ce n'est pas le symbole de la monarchie, c'est le symbole du passé. C'est un pays qui a oublié son passé, dans la mesure où le passé peut se confondre avec la royauté. C'est possible de l'interpréter comme ça. Mais le problème maintenant, ce n'est pas l'arrivée ou le non-arrivée du roi. Le problème maintenant, c'est d'avoir des élections libres et de faire le choix au niveau des dates qui existent. Alors, les dates, c'est donc dans 2 semaines les élections dans votre pays. Merci Monsieur Pintillier d'avoir été notre invité ce soir. Dans un instant, météo complète de Michel Touré. Ce soir à 22h05, c'est un autre réalisateur, Bertrand Tavernier, qui s'allongera sur le divan d'Henri Chapier. Prochain rendez-vous d'information, soir 3 à 22h35. Je vous souhaite un très bon début de soirée. Merci.